Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Onésime Dushimakite. Merci d'être fidèle au rendez-vous d'information de la Radio Publique Africaine de ce jeudi 8 juillet 2021. D'abord les principaux titres. Une jeune fille a été passée à tabac par un groupe d'Ibonnerakure le soir de ce mercredi sur la colline Nyeshanga, village 3 de la commune Gihanga, en province de Bubanza. Toujours au chapitre droits de l'homme, un médecin du centre de santé de Chavara, en commune et province de Rumongue, a été arrêté par la police l'après-midi de ce mercredi, accusé d'avoir violé une patiente de 16 ans. Certains habitants de la province de Chibitoke dénoncent le deux poids deux mesures qui s'observent dans la démolition des constructions anarchiques. En page éducation, les parents des élèves de 3 écoles fondamentales de la commune Manda en province de Bubanza se lamentent que leurs enfants n'ont pas encore eu les résultats de fin d'année du fait que les enseignants vacataires n'ont pas encore eu leur rémunération. Voilà pour le sommaire. Merci encore une fois d'avoir choisi la radio publique africaine. Je vous le disais dans les titres, une jeune fille a été tabassée par un groupe d'Ibonnerakure le soir de ce mercredi sur la colline Nyeshanga, village 3 de la commune Gihanga, en province de Bubanza. La population explique que ces Ibonnerakure l'ont attaqué à coups de gourdin lorsqu'elle revenait de son travail. Le point avec Emmanuel Nyongeko. Cette victime d'un groupe des Ibonnerakure du village 3 sur la colline Nyeshanga, en commune Gihanga de la province de Bubanza, est nommée Cécile Iradukunda. Depuis les fesses jusqu'aux pieds, Cécile présente des marques de coups de bâton lui infligés par ces Ibonnerakure. Ces marques ressemblent plus à des brûlures à l'eau chaude. Les habitants de Gihanga indiquent que parmi ces Ibonnerakure figurait le nommé Deo Maboneza, responsable des Ibonnerakure du village 3. Sous sa responsabilité, ces Ibonnerakure ont attaqué Cécile Iradukunda lorsqu'elle quittait son travail dans un bar se trouvant au même village. Ces Ibonnerakure l'ont sérieusement tabassé, la laissant dans un état critique. La victime est pour le moment alitée dans un établissement sanitaire se trouvant dans ce village. Deo Maboneza, responsable des Ibonnerakure dans ce village, est pour le moment dans les mains de la police. Il est détenu au commissariat de la police de Gihanga. Les habitants du village 3 indiquent que certains membres du parti CNDD-FDD en commune Gihanga remuent terre et ciel pour faire libérer ce responsable des Ibonnerakure pour étouffer l'affaire. À ce propos, la rédaction de la RPA a essayé de contacter Léopold Ndaïsaba, administrateur de la commune Gihanga, mais sans succès. Toujours en page des droits de l'homme, un médecin du centre de santé de Chavara en commune et province de Rumongue a été arrêté par la police l'après-midi de ce mercredi. Ce médecin est poursuivi pour viol de sa patiente de 16 ans. Des sources proches de sa famille indiquent que ce médecin avait même tenté de donner une somme de 200 000 francs burundais à la famille de la victime pour étouffer l'affaire. Le point avec Francine de Mahoro. Cette jeune fille s'était rendue se faire soigner à ce centre de santé de Chabara le matin de son mercredi. Au lieu de la soigner, le médecin l'a plutôt conduite dans l'une des chambres du centre de santé, se disant pour une consultation. C'est dans cette même salle où aurait eu lieu le crime, selon les sources sur place. Aussitôt rentrée, la jeune fille n'a pas hésité à révéler à ses parents la scène qui s'était passée. Des sources sur place indiquent que le médecin a tenté de convaincre la famille de la jeune fille à accepter une somme de 200 000 francs burundais pour étouffer l'affaire. Mais pour suivre nos sources, les parents de la victime de 16 ans ont plutôt décidé de porter plainte à la police. Le commissaire provincial de la police à Rumongue, Melchior Hakizimana, confirme l'arrestation de son médecin. Il fait savoir que le dossier est déjà en cours d'enquête pour être ensuite transféré au parquet. Merci à toi aussi, Francine Mahoro. Parlons gouvernance sans transition. L'administrateur communal de Buganda en province de Chibitoke est accusé par ses administrés d'avoir développé un comportement d'expropriation des biens de la population. Il vise particulièrement les bétails avec comme prétexte qu'on allait les vendre en République démocratique du Congo. Ce qui est étonnant selon la population, c'est que c'est lui-même qui se sert des Imbonerakure
pour aller chercher des clients en RDC. Le point avec Aimable Nishim. L'année dernière, le cabinet provincial d'Ochibitoki a pris une décision de protéger la récolte et le bétail de la population. C'est dans ce cadre qu'il a été interdit à toute personne de vendre sa récolte ou son bétail à la République démocratique du Congo. Cette décision est devenue une poudre aux œufs d'or pour Pamphile Hakizimana depuis qu'il trône à la tête de la commune Buganda. Pour le moment, personne ne peut paître son bétail à l'extérieur. Les Imbonerakure agissant au nom de cet administratif saisissent le bétail pour le rendre à leur chef Pamphile Hakizimana. Quand quelqu'un fait paître son bétail et qu'il le sous-estime, il prend son cheptel. De plus, la population de Buganda accuse l'administrateur Pamphile Hakizimana et ses Imbonerakure de se pointer au marché de Gasenyi pour exiger de l'argent à toute personne désirant conduire son bétail au Congo. À défaut de payer son bétail et confisqué pour être ensuite vendu au Congo pour ces mêmes Imbonerakure. Du côté du Congo, il y a un marché parallèle avec les 8e et 7e transversales d'Ogasenyi. Si tu ne donnes pas l'argent dont il a besoin, il saisit ton bétail. Ce sont les Imbonerakure de la place qui conduisent le bétail pour le vendre au Congo. D'abord, il garde le bétail chez lui. Puis, il collabore avec le chef de secteur qui a un véhicule pour les amener au Congo. Cet administratif est encore cité dans d'autres actes ignobles pour spolier la population ou détourner les derniers publics. La rédaction de la RPA a encore une fois tenté de joindre Pamphile Hakizimana, mais en vain. Contacté ce mercredi, il a mis en garde qu'il ne veut rien entendre des journalistes de la RPA. Merci à toi aussi, Aimable Nishimwe. Courte pause, nous poursuivons avec la page société. RPA. Les habitants de la province de Chibitoke, résidant tout près de l'usine Buseko, demandent au chef de l'État de tenir sa promesse de délocaliser cette usine. Ces habitants indiquent qu'ils sont menacés par la pollution causée par cette usine de fabrication du ciment. Le point avec Marie-Ange Ilakoze. Le déménagement de l'entreprise Buseko tarde à se réaliser selon certains habitants qui se sont entretenus avec la RPA. Ces derniers indiquent ne pas comprendre le pourquoi cette lenteur. La délocalisation de l'usine Buseko est un problème sans solution car nous ne sommes pas rétablis dans notre droit. Il est incompréhensible que le président de la République, les parlementaires et la ministre de l'Industrie visitent l'endroit et jugent bon de délocaliser l'usine et que cette usine continue plutôt à construire d'autres maisons. Ces habitants s'indignent de la présence de cette industrie dans un quartier résidentiel. Nous voyons qu'ils construisent aussi de grandes maisons, ce qui nous fait peur car ils nous avaient promis de la délocaliser. Et d'ailleurs, ce quartier résidentiel, pas industriel. Alors, vaut mieux que ça change de nom, qu'il ne s'appelle plus quartier résidentiel. Dans ce cas, la population jugera bon de quitter l'endroit. Nous ne comprenons pas pourquoi, dans un quartier résidentiel, une usine peut pousser la population à déménager. Au moment où la pollution de cette entreprise menace leur vie, ses habitants demandent au président de la République de tenir sa promesse. La pollution causée par cette usine est extrêmement dangereuse. C'est compliqué, quand on se lève le matin, les odeurs piquantes nous font mal dans le nez. Ces odeurs deviennent de plus en plus menaçantes. C'est comme si l'on se rendait à l'intérieur de l'usine. Nous supplions le président de la République qu'il tienne sa promesse. Vaut mieux qu'on aille se faire soigner, c'est ce que nous avons déjà, au lieu de se faire soigner tous les jours. Le 25 juin dernier, au cours d'une émission publique qui s'est déroulée au chef-lieu de la province de Makamba, le porte-parole du ministère en charge des industries a déclaré qu'ils étaient en train d'étudier comment délocaliser cette usine de fabrication du ciment. Toujours en province de Chibitoke, certains habitants de cette province dénoncent les 2 poids 2 mesures qui s'observent dans la démolition des constructions anarchiques. Ces habitants font allusion à des constructions de certaines autorités qui ne sont pas touchées. Les détails avec Eroge Dizeremesh.
Ses habitants parlent, à titre illustratif, des constructions anarchiques situées en commune d'Ondora, de la province Cibitoke. Ils indiquent que ces constructions appartiennent à certaines hautes personnalités du pays originaires de cette commune d'Ondora. Aucun signe pour identifier des constructions anarchiques n'a été non plus mis sur ces constructions, selon cet habitant de la commune d'Ondora. Il y a une station d'essence qui est en construction et apparemment elle est en train d'être érigée tout près de la route goudronnée. Il y a aussi d'autres maisons qui ont été construites à 1 mètre de la route mais qui n'ont pas été touchées. Peut-être que c'est parce qu'elles appartiennent à de hautes personnalités du pays. Parmi les natifs de la commune d'Ondora qui occupent d'autres fonctions du pays et qui ont construit anarchiquement, figure le ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, Gervais Ndirakobucha. Vous saurez que la démolition des constructions anarchiques est ordonnée par des administratifs, lesquels sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur. C'est la raison de la non-exécution de cette décision dans la localité d'Ondora, soupçonnent certains habitants. Je pense que cela est dû au fait qu'il y a pas mal d'autorités qui sont des natifs d'ici. Et ce sont ces dernières qui ordonnent la démolition des constructions anarchiques. Ces infrastructures ne peuvent pas donc être détruites car ces autorités ne peuvent pas s'auto-sanctionner. Je crois d'ailleurs que c'est pour cette raison qu'il n'y a même pas de croix sur ces maisons appartenant aux autorités. Mais je pense qu'il est important pour ces autorités de montrer un bon exemple car il ne devrait pas y avoir de 2 poids 2 mesures dans l'application de la loi. La population demande que cette décision de démolir les constructions anarchiques soit appliquée à tout le monde sans exception, car tous les Burundais s'équivalent devant la loi. La rédaction de la RPA a essayé de joindre en vain le gouverneur de Cibitoke, le PCN 1, Karem Bizoza. De Cibitoke pour se rendre à Bujumbura, certains anciens employés des établissements publics comme la CIP, les CETEMI, les COSAT, ainsi que ceux du Laboratoire national des bâtiments, s'inquiètent qu'ils vont être rétrogradés en matière de leur statut professionnel. Et ils ont été convoqués pour avoir le nouveau numéro matricule. Il s'agit d'anciens employés qui n'ont pas été engagés dans le nouvel office Ubuha, office burundais de l'habitat. Parmi eux, ceux à qui il ne restait qu'une ou des années pour commencer la retraite avaient plutôt demandé des indemnités de pension. Les détails avec Emile Nibasumba. Les employés qui se lamentent travaillaient dans des établissements publics qui ont été dissous et remplacés par l'OBUHA, l'Office burundais de l'habitat. C'est notamment ceux de la CIP, Société immobilière publique, des CETEMU, Sociétés techniques et municipaux, de l'ECOSAT, ainsi que ceux du Laboratoire national des bâtiments. Au moment où ils ont été convoqués pour obtenir de nouveaux numéros matricules de la fonction publique, ils crient plutôt à une rétrogradation au niveau de leur statut professionnels. Pour eux, ils ne devraient pas être traités comme des fonctionnaires débutants vu leurs expériences. Ils réclament plutôt des indemnités de licenciement et celles de pension pour qu'ils puissent mettre fin à leur carrière professionnelle. Ceux que nous avons contactés indiquent qu'ils se sont adressés au ministre des Infrastructures. Ils déplorent toutefois le fait qu'il n'a pas réagi à leurs doléances. Merci à toi aussi, Emile Nibasumba. Parlons économie à présent. C'est le président de la République en personne qui devrait prendre en main le dossier des citoyens qui ont été expropriés des terres où sont implantés les sites d'extraction des mines de la société Tanganyika Mining Burundi à Mabayi dans la province de Cibitoke afin qu'ils soient rétablis dans leurs droits. Propos d'un économiste, Faustin Ndikumana. Selon lui, les intérêts de la population de base, surtout la propriété foncière, devraient être protégés avant tout. Suivez plutôt Faustin Ndikumana. Normalement, l'indemnisation des familles victimes d'une expropriation quelconque, et quel que soit le motif, est un droit constitutionnel. On ne comprend pas comment des familles peuvent être expropriées et ne pas bénéficier immédiatement de l'indemnisation. C'est une pratique qui tend à se généraliser, mais j'imagine que le gouvernement devrait, à partir des accords faits avec ces entreprises et ces compagnies minières, sauvegarder les intérêts des citoyens burundais. Surtout que même l'impact environnemental de l'exploitation de ces minéraux a un coup sur la fertilité des sols burundais. Il y a beaucoup de
de conséquences une fois la société ne prend pas garde. Il y a des conséquences au niveau de l'environnement, surtout la fertilité de ces sources, ou bien alors ces familles qui ont dû quitter leur propriété pour aller s'installer ailleurs, sans indemnisation. Dans ce discours, le président de la République aime répéter qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel, il ne faut plus qu'il y ait un Burundais qui soit victime d'un abus administratif ou d'une injustice quelque part. Il faut quand même qu'il y ait de l'énergie. Vous savez que le premier capital de la grande partie des Burundais, c'est la terre. Le citoyen ordinaire burundais, la grande partie, le capital, c'est la terre, c'est la propriété terrienne. J'imagine que là, vraiment, il faut de l'énergie spéciale parce que la pratique tend à se généraliser. Et c'est une violation des droits de l'homme parmi tant d'autres, le fait d'être associé dans sa propriété sans bénéficier de l'indemnité, alors que la loi le dit clairement. C'était Faustin Ndikumana, président de la PARSEM. Une petite transition, nous abordons la page éducation. RPA. Il y a des grognes chez les parents des élèves de 3 écoles fondamentales de la commune Manda en province de Bubanza. Pour cause, depuis une semaine, les élèves n'ont pas encore eu les résultats de fin d'année du fait que les enseignants vacataires n'ont pas encore perçu leur rémunération. Le point avec Daniel Claire, il la trouve. La proclamation des résultats des élèves n'a pas encore eu lieu aux écoles fondamentales de Mahwa, Muringiza et Rubira. Les parents de ces élèves se plaignent que jusqu'à présent, ils ne savent pas si leurs enfants ont réussi ou pas, alors que l'année scolaire 2020-2021 a été clôturée il y a de cela 7 jours. Ils expliquent que cela est dû aux vacataires qui ont refusé de proclamer ces résultats car ils n'ont pas encore perçu leur salaire. Un des parents souligne que c'est une grande perte pour eux. Nous subissons une grande perte car c'est incompréhensible de constater que les parents ont payé tous les frais scolaires de leurs enfants durant toute l'année et voir que le directeur n'a pas pu payer les vacataires et que par conséquent les élèves sont rentrés chez eux sans avoir eu leurs résultats. Les élèves d'autres établissements ont leurs résultats de la fin de l'année. C'est vraiment honteux. Ces vacataires ont refusé de proclamer ces résultats du fait qu'ils n'ont pas été rémunérés alors qu'ils ont travaillé. Ces parents de la commune Manda s'étonnent de voir que les directeurs de ces 3 établissements n'ont pas encore payé ces vacataires alors que les parents des élèves ne cessent de donner leurs contributions. Ce sont des parents qui donnent l'argent pour payer les vacataires. Ils organisent des réunions dans lesquelles chaque parent d'élève doit donner une somme d'argent bien déterminée destinée à rémunérer les vacataires. La somme totale est remise au directeur de l'école. Donc, si ce dernier ne remet pas cet argent aux vacataires et qu'il en profite à sa guise, alors cela crée des problèmes par la suite. Ainsi, les parents de ces 3 écoles fondamentales demandent au directeur de l'enseignement de la commune Manda de convoquer les directeurs de ces établissements scolaires pour qu'ils expliquent les raisons de ce retard de proclamation des résultats des élèves. Merci à toi aussi, Daniel. Il a trouvé. Parlons santé à présent. Les cas de recrutement frauduleux ont été exposés devant la presse ce jeudi par le ministre de la Santé publique. Jean Bosco Gilokwishaka, porte-parole de son ministère, affirme que 3 employés sont impliqués dans cette affaire. Ces fraudes étaient faites par le chef de service qui imitait la signature du ministre et utilisait le sceau de ce dernier, selon Jean Bosco Gilokwishaka. Aujourd'hui, nous avons voulu vous informer sur les cas d'irrégularité et frauduleux concernant le recrutement du personnel au sein du ministère de la Santé publique et de la lutte contre le sida. C'est récemment qu'on vient de découvrir parmi les employés du ministère, les 3 cadres sont impliqués dans le recrutement du personnel soignant et non soignant de façon irrégulière. Il s'agit de M. Irangabiye Boniface, qui est chef de service au sein de la direction des ressources humaines au ministère, et de Mme Tongera Sensia, qui est aussi en cadre au sein de ce service, mais aussi de M. Baranganira Léon, qui est au niveau du service et formation. On l'a su récemment pour une personne qui avait reçu une lettre d'affectation et qui s'appelle Tuisabe Cléophas, qui était affectée au BP Selouidi. Le médecin directeur a eu des doutes concernant la lettre et il a demandé au sein du cabinet et on a constaté que la lettre n'émanait pas du cabinet du ministre. Par là, on a alors commencé tout de suite
les investigations. Vous pouvez vous demander la façon dont il faisait cela. Monsieur Boniface était chef de service. Donc, quand il y a du personnel retraité ou mis en disponibilité ou décédé, donc il est parmi les premiers de savoir ces informations et de tenir les matricules de ces derniers. Au lieu de faire remonter ces matricules au niveau du cabinet en vue de leur remplacement, c'est lui qui procédait donc directement au remplacement de ces derniers et en utilisant donc une lettre officielle signée par le ministre avec le cachet et il écrivait tout ce qu'il voulait et il faisait une copie du cachet et de la signature du ministre qui sont authentiques et il mettait donc sur la lettre. Le porte-parole du ministère de la Santé publique demande que personne ne tombe plus dans ce piège de faux recrutement. Suivez encore une fois Jean Bosco Gruguichaka, le porte-parole du ministère de la Santé publique. Il y a des décisions qui sont déjà prises au niveau du ministère, c'est notamment donc la suspension par mesure d'ordre de ces 3 employés, mais aussi la suspension de leur salaire. Également pour les 3 recrutés, on a déjà annulé leurs affectations et la suspension du salaire pour les 2 qui avaient déjà commencé à recevoir donc les salaires. Nous voudrions alors saisir cette occasion pour lancer un appel vibrant à l'endroit de la population et pour que ces derniers, je dis ces malfaiteurs, donc qu'ils ne puissent pas continuer à voler, à piller de l'argent à l'endroit de la population, en leur faisant des fausses promesses d'emploi. Et puisque comme vous le constatez, vous voyez que d'un moment à l'autre, ça finit par se découvrir. Et quand on le découvre, les retombées aussi tombent sur ceux qui ont eu l'emploi de façon frauduleuse et irrégulière. Rappelons que cela faisait longtemps que le dit ministère était accusé de faire des recrutements frauduleux à travers lesquels il y aurait des paiements de pots de vin. Toujours en page santé, le vaccin contre la fièvre jaune et la carte relative donnée aux voyageurs ne sont pas disponibles au Burundi depuis plusieurs mois. Pourtant, les voyageurs continuent à payer pour ce vaccin. Des détails avec Eric Nyozima. Le vaccin contre la fièvre jaune et la carte de vaccination ne sont pas donnés aux voyageurs au Burundi depuis plusieurs mois. Notre source au ministère de la Santé publique fait savoir que celui qui a besoin de se faire vacciner sera au bureau du programme élargi de vaccination PV, un programme actuellement dirigé par Dr Olivier Nijimbele. Là-bas, on lui dit d'aller payer à l'office burundais des recettes et le prix de ce vaccin est de 38 000 francs. Les voyageurs qui ont besoin de ce vaccin sont très étonnés de voir qu'après paiement, ils ne bénéficient ni du vaccin ni de la carte de vaccination. Information confirmée par certains employés du ministère de la Santé publique qui précisent que les pédocartes cachées au PV sont données à certaines autorités et leurs membres de la famille, sans toutefois les vacciner. Ces travailleurs ne comprennent pas pourquoi ce vaccin et ces cartes de vaccination manquent alors que l'argent relatif est prévu dans le budget général de l'État. La rédaction de la RPA a essayé de joindre Jean-Charles Naimela, directeur général des ressources humaines, budget et approvisionnement au ministère de la Santé sans y parvenir. Merci à toi aussi Eric Nyonzima. Merci mesdames et messieurs de nous avoir prêté oreille attentive. C'est parti que prend fait ce journal. À la prochaine.